Merci de vous être joint à cette édition spéciale du podcast True East. Aujourd'hui, cela fait presque une semaine que la guerre a commencé, la guerre des lions ou fureur épique, selon le continent où vous vous trouvez, avec une frappe aérienne conjointe des États-Unis et d'Israël contre les gardiens de la Révolution. Le régime iranien, leur programme nucléaire, leur programme de missiles balistiques, et le régime qui a orchestré et semé la terreur à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant dans ce conflit avec plus de 5000 cibles qui ont été frappées. Le régime iranien est affaibli. Le dirigeant, l'ayatollah Khamenei, ayant été éliminé. Maintenant, la question est de savoir dans quelle direction cela va aller. Il y a différentes options sur la table, et l'une de ces options est celle que je voulais explorer aujourd'hui, ce qu'on appelle le facteur kurde. Selon des rapports d'hier qui ne sont pas confirmés, il y a des forces kurdes qui se massent le long de la frontière irakienne et qui seraient prêtes à prendre une initiative stratégique et à entrer dans ce contexte. Cela pourrait changer la donne, car pour l'instant, il n'y a pas de soldats israéliens ou américains sur le terrain. Pour explorer et analyser ce que pourrait signifier le facteur kurde, cela pourrait-il changer cette guerre? Quelle est l'histoire derrière ce conflit et qui sont les Kurdes? Je suis heureux d'accueillir à nouveau notre invité, le Dr Harold Rode. Le Dr Rode a été employé au Pentagone, responsable de nombreuses questions concernant l'Iran, la Turquie et d'autres régions du Moyen-Orient pendant des décennies. Il y a peu de personnes dans le monde qui sont aussi bien connectées et aussi informées que Harold. Harold, merci de nous rejoindre. Ravi d'être ici, Doron, ravi de te voir. Moi aussi, mon ami. Et tu es actuellement au Moyen-Orient, c'est bien ça? Oui. D'accord. Eh bien, c'est un plaisir de t'avoir avec nous, Harold, surtout avec nos téléspectateurs et notre public en ce moment propice, un moment où tout semble bien se passer vu du ciel, mais où des questions commencent à émerger. En fait, qu'est-ce qu'il va vraiment falloir pour apporter un véritable changement sur le terrain? Et je voulais explorer avec toi tout d'abord le facteur kurde, qui je pense est quelque chose que beaucoup de gens ont découvert hier. Avec la publication initiale faite par Jennifer Griffin pour Fox News, qui a peut-être été corrigée par la suite, il semblait que les forces kurdes entraient réellement dans cette mêlée. Avant que nous revenions en arrière et que nous expliquions ce que sont les forces kurdes, peux-tu nous donner un aperçu de ce qui se passe en ce moment à cette frontière, selon tes sources? Eh bien, j'ai un ami qui est, disons, assez haut placé. C'est un Kurde iranien, un chiite, c'est important, qui se trouve actuellement le long de cette frontière. Et nous sommes très souvent en contact. Et comme source, si tu veux, il a été très crédible par le passé. Et je n'ai aucune raison de douter qu'il l'est aujourd'hui parce qu'il sait se critiquer lui-même ainsi que les Kurdes, ce qui est rare au Moyen-Orient. Tout le monde est coupable, sauf toi et ton peuple. Quoi qu'il en soit, ce qu'il dit, c'est que oui, il y a des forces à la frontière là-bas, mais elles ne sont pas encore entrées en Iran. Et il a dit qu'il y a des rapports selon lesquels il y a une importante accumulation d'armes du côté iranien. Il a dit « Nous n'en sommes pas encore là, mais si Dieu le veut, nous y serons ». La raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que nous entendons toutes sortes de rapports contradictoires et nous ne savons pas ce qui est vrai. Et cet homme en particulier est quelqu'un qui, encore une fois, a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Et il aimerait être sur place. Sa famille est toujours là-bas, qu'il n'a pas vue depuis de très nombreuses années. Il aimerait être là-bas, mais nous n'y sommes pas encore. Donc je voudrais, puisque tant de nouvelles sortaient, Harold, et je crois que tu as étudié et passé du temps avec les Kurdes pendant des années, si tu peux simplement en dire un peu plus à ce sujet. Et j'aimerais que tu nous expliques qui sont les Kurdes et quel est leur enjeu dans cette situation. Je pense que c'est un nom qu'on entend dans de nombreux contextes, mais je crois qu'il y a vraiment un manque de compréhension de qui ils sont. Alors, pourrais-tu nous expliquer un peu? Qui sont ces gens? D'où viennent-ils? Sont-ils chiites ou sunnites? Quelle langue parlent-ils? D'accord. Tout d'abord, les Kurdes vivent dans la région où ils se trouvent actuellement depuis 2000 ans, peut-être même plus. C'est difficile de savoir ces choses-là. C'est difficile à savoir. Nous cherchons des documents historiques qui prouvent les choses,
Il y en a vraiment très peu. Ce sont ce qu'on appelle un peuple iranien, ce qui signifie que leur langue est apparentée au persan, que certains appellent le farsi en Iran, mais ils ne sont pas des Perses. Ils constituent leur propre groupe ethnique. Où sont-ils situés? Dans le nord-ouest de l'Iran, partout en Turquie. Et le cœur traditionnel en Turquie se trouve dans le sud-est du pays. Il y a peut-être 40 ou 50 millions de Kurdes dans le monde. La question est, quelle est la définition d'un Kurde? Et il faut utiliser la définition du Moyen-Orient. Si ton père est kurde, tu l'es aussi. Ça n'a aucune importance. Il n'est même pas nécessaire que tu connaisses la langue kurde. J'ai un ami à Istanbul et franchement, Istanbul, la plus grande ville de Turquie, est aussi la plus grande ville kurde du monde. Et c'est tout à fait à l'ouest. Ce sont des migrants qui, avec le temps, sont venus de l'est de la Turquie, en particulier du sud-est de la Turquie, qui est leur terre d'origine dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Mais ils sont tous. Donc, ce sont, disons, les Kurdes de Turquie. Selon le ministère de l'Intérieur de Turquie, c'est Erdogan, le dictateur de Turquie, dit que d'ici 2038, ils seront égaux en nombre de Kurdes et de Turcs, Mais la vérité, c'est qu'il... Il le dit comme une menace, n'est-ce pas? Presque comme un avertissement à son peuple. Il craint les Kurdes. Oh oui, il l'est. Pourquoi? Pourquoi, Harold? Et si ce peuple avait 2000 ans d'histoire? Je veux dire, cela remonte à avant l'islam. Cela remonte à avant même que les Turcs ne soient dans la région. Les Kurdes étaient là avant tout le monde. Alors pourquoi ces 40 millions de personnes, revenons juste un instant en arrière, pourquoi n'ont-elles plus leur propre terre? Et quel est le lien avec le Kurdistan? Eh bien, la raison pour laquelle ils n'ont plus leur propre patrie remonte vraiment à la Première Guerre mondiale. Tous ces territoires faisaient partie, à l'exception du Kurdistan iranien, de ce qu'on appelait alors l'Empire ottoman. Son État successeur est la Turquie. Et à cette époque, ils étaient presque tous regroupés dans une seule région. Aujourd'hui, ils sont partout. Pour parler un peu de ce qu'on appelle le triangle kurde, au nord, c'est la Turquie. Au sud-ouest, c'est l'Irak. Et au sud-est, c'est l'Iran, c'est bien ça? C'est comme un triangle dans lequel ils occupent cette zone. Sud-est de la Turquie, vous passez la frontière vers le sud. Vous êtes en Irak. Toute cette région est essentiellement kurde. Il y a d'autres ethnies dans la région. Et certains sont appelés turcs, d'autres sont appelés turkmènes. Il est très difficile de connaître les différences entre tous ces peuples. La question est, comment s'identifient-ils? Encore une fois, cela revient à qui était votre père. Je connais des gens qui sont déjà à la 3e, 4e, 5e génération à Istanbul et qui ne connaissent même pas le turc de cuisine. Ils ne peuvent même pas parler de chiffres. Ils ne savent pas compter en turc, mais ils sont à 100% turcs, kurdes de leur point de vue, même s'ils vivent là, qu'ils écrivent ce qu'ils font et qu'ils savent ce qui se passe dans leur région d'origine du pays. Ils ont cet amour et estiment qu'ils devraient tous être dans un seul État. Et cela inclut le sud-est de la Turquie, la patrie traditionnelle en Turquie. Vous traversez la frontière vers l'est, c'est le Kurdistan iranien. Et puis vous allez vers le sud et vous avez deux régions, le nord-est de la Syrie et le nord de l'Irak. Les frontières des pays actuels sont le résultat des accords de la Première Guerre mondiale à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1920, 21, 22. Et à l'époque, les gens disaient qu'ils devraient avoir leur propre pays. Mais cela ne s'est pas passé ainsi parce qu'il y avait des conflits locaux entre tout le monde. C'est pourquoi nous avons les frontières que nous avons aujourd'hui en 2026. C'est simplement comme ça. C'est ça. Les Kurdes, en quelque sorte, on leur a donné un mauvais jeu de cartes où ils n'ont pas su bien jouer leurs cartes et donc ils sont dispersés. On entend ça souvent. D'accord, éclairez-nous maintenant. Donnez-nous juste un aperçu. Voici l'élément important. Ils n'ont pas accès à la mer, au monde extérieur. Et c'est pourquoi ils sont tous répartis entre ces pays. Est-ce qu'ils ressentent
qu'ils ont la même identité. Tous ces gens, Kurdes, ce sont des Kurdes. Ils se considèrent tous comme des Kurdes, mais il y en a certains, la plupart sont sunnites, une minorité, une plus petite minorité est chiite. Et je dois vous dire que je connais des gens de tous les côtés de ce conflit, beaucoup de Kurdes chiites qui sont principalement en Iran, mais certains sont en Irak. Leur identité chiite est bien plus forte que leur identité kurde. Ils parlent un tas de ce qu'on appelle des dialectes et certains sont mutuellement intelligibles, d'autres ne le sont pas. Certains Kurdes comprennent leur propre kurde, mais ne se comprennent pas entre eux lorsqu'ils discutent avec d'autres Kurdes. La plupart le peuvent, les dialectes, et la plupart savent comment passer d'un dialecte majeur à l'autre. C'est très, malheureusement, pour l'oreille occidentale, cela n'a pas beaucoup de sens, mais pour eux, ça en a. Et ils se sentent kurdes, et c'est ça qui compte. Donc, quand nous parlons, tout d'abord, je veux juste orienter cela vers la communication et l'alliance israélo-kurde. Ce n'est pas un grand secret qu'Israël et les Kurdes partagent une longue histoire. Une grande partie de cela s'est fait discrètement, à la fois sur le plan militaire et en termes d'accords. Pouvez-vous en parler un peu et préciser de quelle partie des Kurdes il s'agit, avec lesquels Israël est-il le plus aligné? Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous parlez avec des Juifs originaires du monde arabe qui ont immigré ici au début des années 50, ils ont des problèmes avec les Arabes. Ils ont eu des problèmes avec les chrétiens. Je parle des gens des régions kurdes, mais ils ont très bien réussi et ils étaient très proches des Kurdes sunnites. Et c'est le groupe principal dans le nord de l'Irak. Et pendant les années 50, il y a eu des moments où des dirigeants kurdes d'Irak sont venus en Israël. Et les Juifs du Kurdistan, on s'est assuré qu'ils parlaient avec les Juifs. Et les Juifs ont parlé avec les dirigeants kurdes. Continue, ceci est, bien sûr, un avertissement qu'il y a des missiles en provenance d'Iran. Mais tant que nous n'avons pas l'alerte réelle, poursuivons simplement, c'est désormais notre quotidien. Des alertes sont attendues dans votre région dans les prochaines minutes. Juste pour nos téléspectateurs, c'est ce que les gens reçoivent ici en Israël toutes les 2 ou 3 heures. Il faut être relativement proche d'un abri. D'accord? Je n'ai pas reçu cet avertissement et je suis à Jérusalem. Donc je suppose que je suis chanceux ici. Alors, Harold, il y avait donc une alliance naturelle. J'apprécie que tu aies clarifié que les Juifs venus du nord de l'Irak étaient en contact avec les Kurdes et qu'ils ont apporté ces alliances en Israël, ce qui a créé une sorte de relation presque organique. De quel type d'aide peux-tu parler et qu'ont fait Israël ou les opérations conjointes entre Israël et les Kurdes? Peux-tu en dire un peu plus à ce sujet? Bien sûr. Dans l'histoire, lorsque le Shah, le dernier souverain, un dirigeant royal d'Iran, était en vie, il y avait le Shah et Israël qui aidaient les Kurdes dans le nord de l'Irak. Le Shah était de l'autre côté de la frontière à l'ouest, là où se trouvaient aussi les Kurdes. Il y avait des Israéliens là-bas qui travaillaient aidant les Kurdes, essentiellement avec des questions militaires, leur apprenant comment faire les choses. La relation, c'est très intéressant parce qu'il y a une division très forte au Moyen-Orient. C'est l'identité religieuse qui prime, mais dans le seul cas parmi les musulmans où l'identité kurde l'emporte en quelque sorte sur l'identité islamique, c'est avec les Kurdes. Laissez-moi vous raconter une histoire intéressante. Pourquoi cela? C'est vraiment fascinant. Pourquoi la relation entre les Kurdes et Israël? Pourquoi cela dépasse-t-il la division religieuse habituelle? J'ai posé cette question encore et encore pendant de nombreuses années aux Kurdes. Je n'arrive pas à obtenir une vraie réponse. Tout ce que je peux dire avec certitude, c'est que vous, les Juifs, étiez une minorité et que vous savez ce que cela fait. Ils essayaient de faire de vous et des musulmans. Pour nous, ils ont tout fait, les Turcs, les Kurdes et les Arabes.
pour supprimer notre identité kurde et nous transformer, nous turquifier, nous persaniser ou nous arabiser. Et je connais de nombreux, très nombreux Kurdes à travers le Moyen-Orient qui ont été arabisés et kurdisés. Cela a été fait par la force, ils l'ont fait en Irak, ils l'ont fait en Syrie, ils l'ont vraiment fait massivement en Turquie. Et ils se sont dit que s'ils pouvaient linguistiquement faire de vous prenons la Turquie comme exemple, vous les transformez, ils ne parlent plus kurde aujourd'hui. Ah, mais vous êtes sur la bonne voie. Eh bien, c'est très, très similaire. Pour vous donner une idée du lien entre les Israéliens et les Kurdes, il y a environ 6 ou 7 ans, lors de l'une des nombreuses élections où Netanyahou a dû se représenter comme Premier ministre, ce qui s'est passé, c'est qu'une équipe est venue du Kurdistan irakien pour couvrir les élections. Je courais partout avec eux. Nous sommes allés au marché à Jérusalem. Le Machan Yehuda, le Souk en arabe, peu importe. Et il y a un endroit qui s'appelle le marché irakien. Et il y a un endroit où tous ces vieux Kurdes s'asseyaient et discutaient. J'ai amené cette équipe de tournage et un ami à toi et à moi pour ce marché. Et les vieux Kurdes, et les Juifs, et les vieillards, et les Juifs, le vieil homme du Kurdistan, ils étaient tellement heureux de se retrouver. Ils parlaient, appelons ça le kurde. Et puis, ils ont commencé à chanter ensemble des chansons nationalistes kurdes, et les deux côtés étaient en larmes. C'est-à-dire les Juifs et les Kurdes. Voilà le lien. C'est une relation incroyable que vous montrez. Je veux juste m'assurer de votre sécurité. J'ai reçu une notification indiquant qu'il y a des tirs en direction de Jérusalem. On ne vous a pas ordonné d'aller dans votre pièce sécurisée, Harold? Je ne veux pas que vous ayez à y aller. Je dois aller dans ma pièce sécurisée. C'est un ordre? D'accord, je vais continuer une partie de cette interview tout seul. Comme vous pouvez le voir, nous vivons dans ces conditions. Je viens de ressentir une forte vibration ici, même si je n'ai pas reçu d'ordre d'aller dans ma pièce sécurisée. J'entends les interceptions qui ont lieu au-dessus de ma tête en direction de Jérusalem, là où se trouve Harold. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de rapports selon lesquels la CIA aurait encouragé les rebelles kurdes, ce qu'on appelle les rebelles kurdes, à entrer dans l'arène. Et une grande partie de la raison derrière cela, comme je l'ai mentionné, c'est que beaucoup de la résistance à l'intérieur de l'Iran travaille en collaboration avec Harold, y compris ceux qu'on appelle les Azéris. Les Azéris sont des personnes originaires d'Azerbaïdjan. Harold va entrer dans les détails à ce sujet. En fait, ils constituent peut-être la majorité des Iraniens. Ils sont également hostiles envers le régime. La différence, c'est qu'on ne sait pas si les Azéris sont armés ou non. Nous en parlerons avec Harold. Cependant, les Kurdes sont armés. Ils accumulent des armes depuis des années. Et l'idée principale derrière leur entrée dans cette lutte, et pourquoi cela pourrait en fait être un point de bascule, c'est cela. Si les Kurdes entrent en Iran depuis le côté ouest de l'Irak ou depuis le nord-ouest de la Turquie, cela détournerait les forces de la gardien de la Révolution pour faire face à l'incursion kurde. Et en fait, ils sont armés et offrent davantage d'opportunités à la population générale dans les grandes villes comme Téhéran de faire face à moins d'opposition et peut-être de se diriger vers le renversement du régime. Cela fait partie de la théorie. Je veux simplement évoquer ce qui a été dans l'actualité. Ce n'est pas une source vérifiée, mais cela circule beaucoup. Nous savons depuis des années, sans aucun doute, que la CIA, le Mossad, de nombreuses agences de sécurité à travers le monde ont travaillé avec les Kurdes, comme nous l'avons mentionné, comme Harold l'a mentionné. Ils sont presque comme un groupe normal de personnes vivant dans une région entourée de grandes dictatures comme Erdogan et la Turquie. Au nord, comme l'Iranien, l'ancien Ali Khamenei, maintenant éliminé, et le régime iranien, un régime oppressif au sud-est. Et puis l'Irak, qui en ce moment est un peu incertain,
C'est pourquoi on n'entend pas beaucoup parler de l'Irak. Et donc, pour toutes ces agences de sécurité, le peuple kurde a été un peuple qui a activement permis de recueillir des renseignements, de mener certaines opérations. Et ils attendaient presque un jour comme celui-ci, où l'un de ces régimes, comme le régime iranien, vacille. Les Kurdes, qui sont armés, et Harold nous donnera plus d'informations sur les raisons pour lesquelles ils veulent risquer leur vie afin de peut-être prendre position contre ce régime. Il pourrait devenir l'un des facteurs déterminants dans la guerre que nous voyons. Comprendre les Kurdes. Vous savez, nous considérons l'Iran comme une entité unique. Eh bien, la vérité est que l'Iran est composé de dizaines et de dizaines de groupes ethniques. L'élément perse en Iran n'est pas le plus grand élément du pays. Vous avez les Perses, vous avez les Azéris, vous avez les Kurdes, vous avez les Turcs. Il y a tellement d'entités différentes. Si nous voulons vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, nous ne pouvons pas voir cela comme un seul gâteau. Nous devons regarder les ingrédients qui s'y trouvent et comprendre qu'il y a des dizaines de minorités en Iran. Et la clé pour comprendre comment renverser ce régime, c'est de comprendre quels sont ces ingrédients, quels sont ces différents types de personnes, quelles sont leurs motivations. Si nous comprenons cela, nous pourrons peut-être en tirer parti. Harold, tu es de retour, sain et sauf. Merci de revenir parmi nous. On dirait bien. Oui, on dirait. Donc, Harold, nous en étions là. On discutait juste ici, moi et le public. Et je voudrais comprendre de ta part, on parlait un peu des rapports de la CIA. Tu sais comment la CIA et d'autres services de renseignement coopéraient depuis des années avec les Kurdes. Pourquoi? Je veux te poser une question claire. Pourquoi les Kurdes risqueraient-ils leur vie pour potentiellement rejoindre en ce moment les actions contre le régime iranien? Pourquoi font-ils cela? Pourquoi sont-ils prêts à le faire? Les Kurdes, dans ce cas, sont comme les Juifs. Ils sont tenaces lorsqu'ils se lancent dans une mission. Ils veulent avoir leur propre patrie, leur propre pays, tout comme les Juifs. Quoi qu'il soit arrivé, les Juifs n'ont pas abandonné ici, ils ont réussi. Il y a quelque chose de très similaire chez les Kurdes. Ils sont là, ils vivent. À l'origine, ils viennent principalement des montagnes du Moyen-Orient. Les minorités vont dans les montagnes parce que c'est très difficile. Dans le passé, c'était pour la majorité des Arabes sunnites, des Turcs ou des Iraniens ou Perses de les atteindre. Al-Qaïda était aussi dans les montagnes pour la même raison. Je peux vous dire que le mot assassin en anglais vient de hashishiyun, ceux qui fumaient du hashish quand ils étaient dans les montagnes. Et ils sont les ennemis des gens d'en bas dans la civilisation, pas dans les, disons. On leur enseignait les merveilles du paradis qui les attendaient s'ils descendaient tuer les personnes qu'on voulait qu'ils tuent. Et ils étaient initiés avec du hashish, puis ils découvraient ce qu'était le paradis pour eux. Et imaginez de jeunes adolescents un peu plus âgés qui tout à coup vivent quelque chose que leur société ne leur permettait pas de vivre. Harold, les Kurdes ont des femmes dans leur armée et c'est une armée musulmane. Oui, maintenant, voici la première chose. Ils sont extrêmement coriaces. Les femmes sont extrêmement coriaces. Dans les montagnes, là-bas, quand on est une minorité et qu'on vit dans les montagnes, il faut vraiment être une personne très résistante aujourd'hui. Pourquoi les femmes ici? Il y a une croyance dans l'islam que si tu tues une femme militaire comme une personne militaire, tu n'iras pas au paradis. Tu n'obtiens pas le paradis. Nous comprenons ce qu'est le paradis. Dans l'islam, il n'existe pas pour les femmes qui servent toujours les hommes. Je veux juste clarifier ceci dans la pensée islamique, s'il existe l'idée que si vous tuez une femme à la guerre. Une femme soldat, il n'y a pas de paradis. Oui, et comment cela s'inscrit-il dans l'idée que les Kurdes ont des femmes dans leur armée? Ce sont des gens robustes, et historiquement, cela a toujours été le cas.
Quand vous êtes une minorité et que vous vivez dans une société majoritaire qui vous déteste, vous faites toutes sortes de choses incroyables pour survivre. C'est ce que nous, les Juifs, avons fait historiquement. Les Kurdes font la même chose. Et parfois, vous avez besoin de tout le monde possible sur le terrain. Écoutez, c'est la raison pour laquelle l'armée israélienne, au tout début, l'armée juive, comptait des femmes dans ses rangs. Parce que nous avions, vous savez, un nombre limité d'hommes. Et il fallait mobiliser tout le monde. N'est-ce pas? Aussi, dans le judaïsme, il y a une expression qui vient directement de nos sources qui dit Atan mihadarov et kala mishupata, ce qui s'applique en temps de guerre. On prend le marié de sa chambre et la mariée de sous sa houpa, sa cérémonie de mariage. Et on les emmène tous les deux à l'armée pour combattre une guerre qui fait en quelque sorte partie intégrante de la loi juive. Ce que nous venons d'entendre de Harold est fascinant. Et il est parti en ce moment. Il y a des bombes, des missiles qui sont tirés. Donc, je suppose ici, tout le monde vient de se déconnecter. Il est de retour, Harold. Je veux. Si les Kurdes décident de participer à cette action militaire menée par les États-Unis et Israël, par où entreraient-ils en Iran? Qu'est-ce qui se trouve en Iran? Le nord-ouest de l'Iran, pas tout en haut du nord-ouest, mais juste en dessous. Les villes ne sont pas connues. Sananda, je pourrais vous donner les noms, j'ai été dans ces endroits. Sokis. Leurs noms qui ne sont pas connus, mais une zone là-bas, la frontière est purement politique imposée par des étrangers. Est-il concevable de dire cela? Si les Kurdes entrent dans la guerre actuelle en Iran menée par les États-Unis et Israël, le CGRI pourrait-il faire face à des colonnes de troupes kurdes menées par des femmes? Il pourrait y avoir des unités féminines. Je ne connais pas les détails à ce sujet, mais c'est possible. Tout est possible avec les Kurdes. Ils feront ce qu'il faut pour que les choses fonctionnent. Dans l'ensemble, d'après les noms que je connais, ce sont des hommes. Mais c'est en Syrie. Et là-bas, il est totalement accepté et normal d'avoir ces unités de femmes. Je voudrais que tu nous en parles un peu, tu sais. On voit ça en Iran même. Beaucoup de manifestants ne semblent pas être armés et ils sont simplement abattus à volonté par le régime. Les Kurdes, si j'ai bien compris, sont armés. Comment cela s'est-il produit? À l'intérieur de l'Iran? Je ne peux pas vous répondre. Mais au nord de l'Irak, juste après la frontière, de nombreux contacts existent. Ils ont des armes et donc il est logique que les frontières n'aient pas d'importance. Quand il s'agit de contacts entre personnes, on pense à une frontière, il faut un passeport. Et c'est quoi un passeport? C'est une idée occidentale. Je pourrais vous raconter des histoires d'Iran quand je fuyais l'Iran pour aller en Afghanistan. C'était au milieu de la révolution iranienne. Quand nous sommes arrivés à la frontière, les Afghans qui étaient dans le bus sont descendus du bus bien avant. Avant que nous passions par les formalités officielles à la frontière. Et puis nous avons traversé, puis un autre bus nous a pris et tout à coup, qui arrive? Nous nous sommes arrêtés. Et les mêmes Afghans d'Iran sont montés dans le bus. Ils n'avaient ni passeport ni document. En Occident, nous pensons que le monde fonctionne d'une façon, mais ce n'est pas le cas ici. Harold, penses-tu que les Kurdes vont rejoindre l'alliance États-Unis-Israël contre le régime iranien? Une fois qu'Israël et l'Amérique auront affaibli les forces qui pourraient s'opposer aux Kurdes, que va-t-il se passer? La réponse est oui. Quelles sont ces forces? En ce moment, les Américains et les Israéliens sont essentiellement entrés dans les centres où se trouvent les gardiens de la révolution islamique, les gardes républicains. C'est l'armée en Iran qui soutient le régime. Quand ces centres sont affaiblis, ce qui se passe, c'est qu'ils sont détruits. Les endroits, les centres de police et tout ça. Ce qui se passe partout en Iran en ce moment et aussi au Kurdistan, c'est que les gardiens de la révolution, les voyous du régime sont impliqués
Ils vont maintenant dans les écoles et il y a une hésitation de la part des Américains et des Israéliens à attaquer les écoles. Personne ne va à l'école maintenant, les écoles sont fermées. Mais imaginez ce que cela donnerait à la télévision. Et l'Amérique, comme Israël, s'en soucie. Les habitants du Moyen-Orient, eux, s'en fichent complètement. Et ils vont utiliser les gardiens de la Révolution en ce moment. Ils se cachent dans des écoles, espérant que l'image des États-Unis ou d'Israël frappant une école les sauvera. Absolument. Et c'est là toute l'hésitation à agir. Y a-t-il des enfants dans ces écoles? Non, il n'y en a pas, les écoles sont fermées. Harold, je veux comprendre. S'il n'y a pas d'enfants dans les écoles mais qu'ils s'y cachent, nous pourrions bombarder les écoles, tuer les gardiens de la Révolution sans toucher aux enfants. Absolument, mais ce n'est pas comme ça que ça va être présenté dans la sphère woke. Tu sais, les médias occidentaux, c'est les Américains et les Israéliens qui bombardent les écoles. Donc c'est soit une question d'image, soit on élimine les gardiens de la Révolution islamique. C'est une question d'image. Et ils savent très bien, le régime iranien et les gens et d'autres musulmans fanatiques au Moyen-Orient, ils savent comment utiliser ça, exploiter la situation. Et c'est le résultat. C'est ça l'hésitation des Américains et des Israéliens ici, mais Quel est le mot en anglais? Reshoot. Détermination. Détermination. la détermination de à la fois de Trump et de Netanyahou dans leur prise de position publique, et je n'ai aucune raison de douter. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont résolus. Ils le sont. Ils essaient simplement de rendre la survie du régime extrêmement difficile. Je ne peux pas dire quand cela s'arrêtera si ça continue, car les Américains et les Israéliens maintiennent la pression. Et je sais cela grâce à des personnes qui sont actuellement en contact à l'intérieur de l'Iran. Et finalement, quand les Iraniens, ils cherchent toujours à savoir d'où souffle le vent, parce qu'ils vont là où se trouve le pouvoir. Et si les Iraniens partout dans le pays, y compris au Kurdistan, sentent qu'ils peuvent s'en sortir, ils le feront. Alors ils se soulèveront avec toutes les armes qu'ils ont. Ils descendront dans les rues. Ils n'auront aucun problème à envoyer les forces au paradis, si vous voulez. Et c'est à ce moment-là que les choses vont, disons, c'est à ce moment-là qu'il y aura, je pense, un changement de régime. Mais le seuil... Je veux vous poser des questions. Attendez, Harold. Le facteur décisif pour que les Kurdes et les autres groupes d'opposition au régime entrent en jeu sera de savoir s'ils voient cette alliance incroyable entre le Premier ministre Netanyahou et le président Trump rester forte et concentrée sur l'objectif de renverser le régime. S'ils croient qu'elle veut vraiment renverser ou détruire les gardiens de la révolution, ces groupes se soulèveront. S'ils pensent que cela commence à faiblir, alors ils pourraient retourner dans leurs abris d'origine et ne pas rejoindre la mêlée. C'est bien ce que vous dites? Oui, au Moyen-Orient, partout, les gens doivent suivre le gagnant, ce qu'on appelle le cheval fort. Parce que si vous êtes, et ce sera le gagnant. Quand je vivais en Iran et que j'allais à l'université, je pourrais expliquer, c'est une longue histoire, n'entrons pas dans les détails. Ces gens n'avaient aucune idée de qui était l'ayatollah Khomeini, qui est devenu le centre de la révolution islamique. Je le savais grâce à des discussions. Et quand tout à coup le Shah a paru faible et il n'était pas non plus prêt à agir. Je veux dire, il avait la force, mais s'il n'était pas prêt à utiliser la force pour rester au pouvoir, c'est à ce moment-là que tout à coup, un jour, ils n'avaient aucune idée de qui était Khomeini. Ils étaient dans les rues en train de crier « Mort au Shah », ce qui était dangereux quand je vivais là-bas. Et vive Khomeini! Ces gens ignoraient qui il était, mais étaient juste attirés par le pouvoir. Dès qu'il a pris le pouvoir, c'est devenu l'attraction gravitationnelle au Moyen-Orient. Dès que... Oui. Donc, si le président Trump et le premier ministre Netanyahou maintiennent le mode actuel de pouvoir en affirmant ensemble la destruction du programme nucléaire iranien, leur programme de missiles balistiques et en affaiblissant les gardiens de la révolution islamique, alors le peuple pourra reprendre son gouvernement.
Si cela est perçu comme étant fort, la force gravitationnelle de ce pouvoir attirera les personnes nécessaires pour renverser le régime. Oui, Merci d'avoir partagé cela avec nous, Harold. C'est, je pense, une analyse vraiment essentielle. Et en fait, je pense que cela met en lumière quelque chose que, vous savez, nous voyons, à savoir qu'il y a une tentative de créer une division entre Netanyahou et Trump. Je pense que c'est une farce totale. D'ailleurs, vous savez, j'ai été interviewé l'autre jour sur une chaîne, en fait, une chaîne du Moyen-Orient, et ils m'ont dit il semblait que les négociations portaient leurs fruits entre les États-Unis et l'Iran. Comment, vous savez, dans quelle mesure le Premier ministre Netanyahou a-t-il entraîné le président Trump dans ce conflit? Vous savez, ils essaient constamment de dire que Bibi trompe Trump ou que Trump trompe Bibi. Et nous comprenons pourquoi, parce que l'alliance est si forte entre Trump et Netanyahou. Et comme vous nous le dites, la force de cette alliance sera le facteur déterminant. Si nous allons avoir un nouvel Iran, un Iran du peuple, ou si nous allons revenir au même Iran de la terreur, Dieu nous en préserve, que nous avons eu ces 40, 50 dernières années. malheureusement, vous avez raison. C'est là. Et si les médias, regardez les sources des médias et les questions, et je dirais même que ceux qui sont de votre côté et du mien devront même eux suivre toutes les dernières modes. Oh, c'est ça. Et quelqu'un m'a dit, et ce qui se passe, c'est que quelqu'un a entendu une rumeur. Et cela arrive partout chez les Kurdes. Ça arrive aussi chez les Iraniens. Quelqu'un a entendu une rumeur, l'a racontée à une autre personne, qui l'a répétée, et la rumeur devient alors un fait. Et c'est ça le problème. Et donc, et moi, disons, avec mes très nombreuses années passées au Moyen-Orient, essayant d'aider à faire la paix entre les Juifs et tous les autres, les musulmans, c'est ce que j'ai appris. La plupart des journalistes descendent de l'avion, parlent à 3 personnes, si ce n'est pas moins, puis font un reportage. Ils ne connaissent rien à la langue ni à la culture. Je me souviens que pendant la guerre d'Irak, j'étais dans la guerre d'Irak en 2003. Je me souviens des journalistes, véritables dieux locaux. Ces gens-là, ils se prenaient pour des dieux, les journalistes du New York Times, du Washington Post et tous ceux-là. Et ils venaient, ils faisaient leur reportage et ils n'avaient aucune idée de ce dont ils parlaient. La seule raison pour laquelle j'avais une idée, c'est que j'avais passé, mon Dieu, encore une fois, vous savez, Doron, j'ai 76 ans et depuis l'âge de 14 ans, je me bats pour ça, juste en essayant de trouver un moyen de faire la paix. Permettez-moi de vous demander, pour rebondir là-dessus, et nous devons conclure avec cela. Harold, parce que vous êtes encore une fois, pour moi et pour beaucoup de gens dans le monde israélien et américain, vraiment l'un des hommes d'État les plus expérimentés, et vous comprenez la langue. Avez-vous de l'espoir en ce moment que cela puisse être l'ouverture que nous attendions avec les Kurdes et avec d'autres peuples, qu'il y ait un véritable espoir que cela puisse être la fin de ce régime en Iran? C'est mieux que jamais. C'est juste. J'ai de l'espoir et je suis par nature une personne optimiste. Sinon, j'aurais abandonné toute cette histoire musulmano-juive il y a bien des années. On n'abandonne jamais si c'est quelque chose qui compte pour nous et en quoi on croit. Il faut continuer le combat et c'est exactement ce que représentent les Kurdes. Incroyable. Harold, je tiens à vous remercier énormément de nous avoir rejoints. Comme toujours, c'était fascinant et vraiment instructif, venant de quelqu'un qui ne nous donne pas seulement une compréhension superficielle de l'actualité, mais qui comprend la langue et la culture. Et vous avez passé du temps dans ces régions, ce qui est une histoire pour une autre fois, ce que vous faisiez, vous savez, dans les villes irakiennes et iraniennes avec les Kurdes, mais on en parlera une autre fois. Merci de nous avoir rejoints, Harold, prenez soin de vous. Et nous avons hâte de continuer avec vous. Nous venons d'entendre Harold Rode, un employé du Pentagone qui a travaillé pendant des années, des décennies, sur les questions kurdes, turques, irakiennes et iraniennes.
Quelques analyses sur l'équilibre et le point de bascule où nous sommes actuellement dans cette guerre. Nous avons assisté, au cours de la semaine dernière, à une opération de choc et de stupeur lorsque les États-Unis et Israël ont lancé une frappe aérienne incroyable contre le régime iranien, détruisant leur arsenal nucléaire et une grande partie de leur arsenal balistique. Il reste beaucoup à faire pour affaiblir ce régime. Cependant, comme Harold nous l'a dit, la clé ici sera de convaincre les populations locales, qu'il s'agisse des Kurdes ou des groupes d'opposition, que l'alliance entre les États-Unis et Israël ne va pas faiblir. Jusqu'à ce que ce régime soit suffisamment affaibli pour qu'ils puissent franchir le pas et renverser ce régime. S'ils estiment que l'alliance va se dissoudre, que les Israéliens rentreront en Israël et que les États-Unis reprendront leur ancienne position avant que le régime soit affaibli, ils éviteront d'intervenir pour ne pas en payer le prix plus tard. C'est donc la détermination de l'Occident et d'Israël qui est la clé pour permettre à ces personnes de prendre les armes et d'adopter la position fière dont elles ont besoin pour créer un avenir meilleur en Iran. Merci beaucoup, Harold, d'être avec nous. C'est toujours un plaisir, Doran. Ravi de te voir. Toi aussi. Prends soin de toi. Prends soin de toi.